Bonsoir. Comme lundi dernier, je vais vous parler ce soir de la situation internationale. Et puis, vendredi prochain, comme je l'ai fait la semaine passée, je ferai le bilan de la semaine en France. Alors évidemment, l'actualité internationale aujourd'hui, elle est dominée par les élections aux États-Unis. Pas moyen d'y échapper, c'est présent 24 heures sur 24 dans tous nos médias. Vous avez tous compris que c'est une élection qui ne se passe pas comme chez nous, puisque les États-Unis sont un État fédéral. Un État fédéral, il est donc composé de plusieurs États, et le vote qui se fait pour élire des délégués qui eux-mêmes se réunissent dans un collège électoral national à la fin pour désigner qui est président des États-Unis, là en l'occurrence. Alors, chaque État n'a pas le même nombre de sièges dans ce collège électoral, et c'est pourquoi arrive le moment où on connaît un peu d'avance, parce que c'est des traditions, tel État vote toujours démocrate, ou tel État vote toujours républicain, et la décision se joue dans quelques États, avec un nombre de voix, des fois qui n'est pas très important, pas un très grand nombre de délégués au collège électoral. Un tel système est un parfait étouffoir de la volonté démocratique d'un peuple. S'il y a un peuple américain, c'est-à-dire s'il y a des gens qui se vivent comme étant américains avant d'être texans ou géorgiens ou que sais-je encore, eh bien, vous êtes finalement remis à la décision de quelques États dont les voix font la différence entre les deux candidats. Et c'est ce qu'ils appellent les swing states, c'est-à-dire les États qui dansent en quelque sorte et qui hésitent. Bien sûr, quand vous faites ça, quand vous avez un système comme celui-là, c'est une prime gigantesque qui est donnée aux partis préstructurés, qui bénéficient d'avantages fédéraux de toutes sortes, financiers notamment, surtout qu'aux États-Unis, on peut dire qu'on paye qui on veut, autant qu'on veut. Les versements de dons financiers sont sans limite, les entreprises peuvent y participer, et il n'y a pas de limite vraiment aux sommes qui peuvent être données de cette manière. En France, c'est tout le contraire, personne ne peut donner plus de 7 500 € à un parti, les entreprises n'ont pas le droit de le faire, ni les associations, et ça nous vaut toutes sortes d'histoires, dès qu'il y a une interprétation différente sur ce qu'est la participation ou le soutien. Quand une association décide de soutenir un candidat, eh bien ça peut donner lieu à des interprétations très différentes, même si l'association en question n'a pas versé un centime à votre campagne, et même si des fois c'est plutôt vous qui lui versez de l'argent pour l'aider dans ses activités. Enfin bref, là il s'agit des États-Unis d'Amérique. C'est un étouffoir parce que c'est une prime à ceux qui sont déjà installés, donc tout ce qui est nouveau a une possibilité quasi totale de se faire entendre. Ensuite parce que évidemment, si les principaux candidats, et aux États-Unis, c'est pas la peine de tourner autour du pot, il y a les républicains et les démocrates, point final, qui sont les grands candidats. Mais ne croyez pas qu'il y a qu'eux, il y a d'autres candidats dans cette élection, mais on n'en parle jamais. Déjà, pourquoi ? Parce que les grands candidats ont des millions de dollars qui leur sont donnés et qui leur permettent de se faire de la pub dans les médias nationaux, d'être écoutés de tous les côtés, et même de faire de la pub négative, ce qui est interdit en France. C'est-à-dire que M. Trump peut faire des messages hostiles à Mme Harris, et Mme Harris peut faire des messages hostiles à M. Trump, payés, ça passe sur les chaînes de télévision. Donc, le système tout entier est fait pour qu'à la fin, on aboutisse sur un choix réduit à 2 candidats. Et ça devait servir de modèle à tous les pays qui veulent être comme les États-Unis d'Amérique. Et progressivement, d'ailleurs, c'est bien ce qui se passait, même en France. Et en France, on allait, il y a eu un système qui s'était installé, Parti socialiste et UMP, ça s'est appelé, alors, suivant les périodes, ça portait un nom différent, mais c'était la droite traditionnelle et la gauche non moins traditionnelle, socialiste ou social-démocrate ou social-libéral ou ce qu'on veut. Bref. Et puis, ça s'est rompu en France. Pour nous, ça s'est passé en 2017, où les 2 partis traditionnels ont été réduits à néant, tandis qu'émergeait, en plus du Front National qui était déjà là depuis 40 ans, eh bien, d'un côté les macronistes, de l'autre côté les insoumis. Bien. Alors, aux États-Unis d'Amérique, c'est un étouffoir à cause de la raison que je viens de mentionner, le système, puis il y en a une autre, le fric, ok, et il y en a une troisième, c'est quand les 2 candidats disent la même chose. Alors, si tous les 2 disent la même chose, il n'y a aucun moyen de vouloir exprimer un autre point de vue ou de régler les problèmes qui se posent si les 2 partis apportent la même réponse. Par exemple, il y a un problème
que vous connaissez au Proche-Orient. Il y a un génocide qui est en cours contre la population palestinienne. Il y a une invasion qui est en cours contre la population libanaise. C'est un problème qui fait réagir le monde entier, qui fait réfléchir à juste titre tout le monde. Mais voilà, aux États-Unis d'Amérique, que l'on soit Trump ou que l'on soit Harris, les deux couvrent le génocide. L'actuel gouvernement est démocrate et c'est lui qui livre les armes et qui donne les crédits à Israël, tout en faisant de temps à autre des déclarations d'une hypocrisie totale en disant il faut assurer l'accès de l'aide humanitaire. Naturellement, ils ne font rien pour que ça ait lieu, mais surtout, c'est eux qui filent les bombes, qui détruisent les gens, et ensuite ils viennent dire qu'il faut leur donner de l'aide humanitaire. Vous voyez la comédie qu'est la différence entre ces deux partis. Les deux, donc, M. Trump et Mme Harris, sont d'accord avec le génocide et apportent un soutien inconditionnel, plus ou moins, exprimé avec délicatesse, au gouvernement de M. Netanyahou. Je vous donne cet exemple parce que comme ça, c'est plus simple pour passer tout le reste en revue. Ils sont d'accord sur le capitalisme, ils sont d'accord sur le fait qu'il ne faut pas taxer les super bénéfices des entreprises, ils sont d'accord pour ne rien faire dans le domaine de la santé publique, etc., etc., etc. Et bien sûr, les deux parlent un peu différemment de l'écologie, parce qu'au moins les démocrates sont d'accord pour reconnaître qu'il y a un problème, mais en même temps, Mme Harris s'est vantée du fait qu'on ait eu un très bon rendement d'industrie pétrolière sous le gouvernement de M. Biden. Quant à Trump, alors lui, il s'en couvre pas de détails, et vous savez comment il parle grossièrement de ces sujets. Alors, voilà pourquoi c'est un étouffoir. Il y a d'espace pour ne parler de rien d'autre que de quelques sujets limités. C'est pourquoi les campagnes électorales aux États-Unis deviennent des batailles de personnes, des batailles d'insultes. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses que nous, on reconnaît, parce qu'on les a aussi chez nous. Je dis ça parce que je me marre de lire dans la presse qu'on trouve que la bataille est personnalisée aux États-Unis excessivement, que les arguments sont rudimentaires, que les instituts de sondage se trompent tout le temps. On croit rêver, parce que chez nous, non, c'est pas le cas. Chez nous, oui aussi, il y a des discours dominants, plus que rudimentaires, au moins comparables à ceux de M. Trump contre l'immigration. Chez nous aussi, il y a des discours racistes, au moins égal à celui de M. Trump, etc., etc. Et chez nous aussi, les instituts de sondage sont une douce plaisanterie qui se trompe tout le temps. Voilà que cette situation là-bas donne à réfléchir. Alors, maintenant, on nous met au pied du mur. Ce matin, j'ai regardé les émissions qui ont commencé, ce sont les matinales, et il y avait deux insoumis qui étaient là, Mathilde Panot sur France 2, et puis Manuel Bompard était sur Public Sénat. Voilà. Et à tous les deux, on leur demandait de prendre position. Bon, alors pourquoi pas, mais je rappelle qu'on n'est pas américain. Donc on prend position, ça n'a pas grand intérêt. Il faut dire ce que l'on défend, à quoi l'on pense, qu'est-ce qui nous paraît prioritaire à propos de cette élection. Alors je viens de faire la liste de ce qui pouvait montrer comment les deux sont d'accord sur les points essentiels, mais il est absolument certain qu'il y a une différence fondamentale entre les deux sur au moins un point de la liberté individuelle. M. Trump est contre le droit à l'IVG, c'est-à-dire à l'interruption volontaire de grossesse, et Mme Kamala Harris défend cette idée. De ce point de vue, c'est une différence de fond, ce n'est pas une différence de détail, parce que ça concerne la liberté individuelle de la moitié du genre humain, c'est-à-dire les femmes. Si bien que, quand on comprend que la campagne électorale a été réduite à peu de choses, et qu'elle passe à côté de tous les grands problèmes qui sont posés à la vie quotidienne des Nord-Américains, et dont la réponse est dans la critique du système capitaliste. Par exemple, il y a une inflation qui ronge au moins autant qu'en Europe et au moins autant qu'en France les revenus des plus pauvres en premier, parce que c'est eux qui sont les premiers à plus avoir de sous, et donc à ne plus faire les repas dont on a besoin chaque jour, à ne plus faire ceci, faire cela, enfin bref, tout ce qui dépend de l'argent. De ça, on ne parle pas. On ne parle pas non plus de ce qui va être fait dans toutes les zones ouvrières où il n'y a plus d'usine, où tout le monde a été licencié, tout le monde a été liquidé, et que va-t-on faire après ? On ne sait pas, sinon que les deux, Trump et Harris, les deux, je dis bien les deux, et notamment Harris et les démocrates, sont pour, par des droits de douane qu'ils ont jusqu'à présent refusés partout dans le monde, contre lesquels ils ont lutté partout dans le monde, et bien maintenant ils emmènent partout des droits de douane pour permettre le redémarrage d'une activité aux États-Unis d'Amérique. Naturellement, ils ne peuvent pas y arriver
en tout cas pas arriver au niveau qui leur permettrait d'être dans une compétition de marché avec la Chine. Et c'est la raison pour laquelle l'un et l'autre sont anti-chinois et disent, notamment les démocrates, il n'y a pas de solution de marché dans la compétition avec la Chine. Autrement dit, l'un et l'autre sont pour la guerre. Mais, je le redis, il y a une différence fondamentale. Même si on n'a pas parlé de tout ça, il reste que Mme Harris est sur une position en ce qui concerne le droit à l'IVG, qui est une des questions importantes, décisives de la vie des femmes, et sur une position de liberté, tandis que M. Trump est sur une position exactement inverse. Et, à mon avis, si j'étais aux États-Unis d'Amérique, eh bien, cela pèserait de manière décisive dans mon vote. Mais je n'en resterai pas à ces appréciations générales. Je l'ai dit et redit. J'espère que tout le monde a bien compris. Ils sont similaires, mais ils ne sont pas identiques. On peut penser qu'on souhaite que Mme Harris gagne. Je vais vous dire bien franchement, sur le fond, ça ne changera pas grand-chose, sinon qu'il y aura un plus grand tumulte aux États-Unis d'Amérique, parce que M. Trump ne reconnaîtra pas sa défaite. Et pour nous, c'est plutôt une bonne chose, parce que si les États-Unis d'Amérique sont en dispute avec eux-mêmes, ils lâcheront prise peut-être sur le reste du monde et cesseront de vouloir se mêler de tout partout et soutenir partout les régimes détestables comme celui de M. Netanyahou, mais j'en passe, il y en a d'autres, dans le reste du monde et notamment dans la zone Asie-Pacifique. Mais même ça, je veux aller plus loin. Je lis que c'est Mme Harris est le moindre mal par rapport à M. Trump. Je ne suis pas d'accord avec ce type de morale. Le moindre mal, c'est toujours le mal. Et comme disait Hannah Arendt, ceux qui font le choix du moindre mal oublient qu'ils ont choisi le mal. Et voyez-vous, dans cette élection, si j'étais dans un État swing state, c'est-à-dire, on ne sait pas comment ça va finir, est-ce que ça va être démocrate ou républicain? Clair, je vote démocrate. Mais si je suis dans un État démocrate où la majorité est acquise, ça ne sert à rien de rajouter des voix. Pourquoi? Parce que ça ne changera pas le nombre de délégués démocrates qui iront au collège électoral élire le président. Par contre, ça peut être utile, et là, moi j'y réfléchirai, je regarderai ce que ça donne, de voter pour quelqu'un d'autre. Et pour ce qui me concerne, si j'étais dans ce type de situation, c'est-à-dire dans un État où la majorité démocrate est assurée, eh bien je pense que je voterai vert. Je voterai vert parce que le programme des Verts est extrêmement proche de celui des Insoumis, je parle des Verts nord-américains, et je vais vous en donner une lecture rapide pour que vous vous en rendiez compte. Mais d'abord, on rappellera une règle, on vote pour un programme, pas pour une tête, pas pour une personne. Bien sûr, il faut que la personne soit à la hauteur du programme. C'est pas la peine d'élire quelqu'un qui n'a pas de caractère s'il faut faire face à une situation qui nécessite du caractère. Mais on vote d'abord pour un programme. Écoutez ça. Voici ce que proposent les Verts nord-américains, et que ne propose pas Mme Kamala Harris, et bien sûr pas M. Trump. Gratuité de l'enseignement public tout au long de la vie, comme les Insoumis. Abolir la dette étudiante et les dettes médicales, comme les Insoumis. Renforcer la sécurité sociale, qui n'existe pas chez eux, comme les Insoumis. Taxer lourdement les grandes fortunes et les entreprises géantes, c'est ce que nous venons de voter à l'Assemblée nationale. Nous, les Insoumis, et le nouveau Front populaire. Hausse du salaire minimum indexé sur l'inflation et croissance de la productivité, comme les Insoumis le proposent à chaque session parlementaire. Revenu vital garanti au-dessus du seuil de pauvreté, comme les Insoumis. Garantir le logement en tant que droit humain, comme les Insoumis. Confier l'industrie pharmaceutique à la propriété publique et au contrôle démocratique, comme les Insoumis. Remplacer le système bipartite d'exclusion par une démocratie multipartite, on s'en est chargé et on l'a fait. D'inclusion par le biais du vote préférentiel et la proportionnelle. La proportionnelle comme nous le proposons nous-mêmes. Représentation proportionnelle pour toutes les élections législatives, comme les Insoumis. Abolir la peine de mort, chez nous c'est fait. Garantir les libertés de genre, comme les Insoumis. Réduire les flux migratoires en mettant fin aux crises qui poussent les gens à émigrer. C'est-à-dire quasiment mot pour mot ce qu'il y a dans le programme Insoumis. Et après, c'est pas fini. Je vais vous lire juste maintenant ce qui concerne la planète et la paix. La planète, déclarer l'urgence climatique. C'est ce que nous avons proposé par un texte de loi en 2019. 100% d'énergie renouvelable propre, zéro émission carbone d'ici à 2035. Socialiser les grandes entreprises agroalimentaires et démanteler les oligopoles d'entreprises. Ça, c'est comme les Insoumis. Interdire l'utilisation des pesticides, des herbicides, des néonicotinoïdes et de tous les autres agents cancérigènes ou neurotoxiques connus, comme les Insoumis. Quant à la paix, écoutez ça, ce sont les Verts américains qui parlent. Politique étrangère fondée sur la diplomatie,
le droit international et les droits humains. Réduire les dépenses militaires, ce sont des Américains qui parlent, hein, de 50 à 75%. Fermer la majorité de plus de 700 bases militaires américaines à l'étranger, comme les Insoumis le proposent. Prendre la tête du désarmement nucléaire mondial, comme nous. Dissoudre l'OTAN, mes amis, vous entendez? Dissoudre l'OTAN dans un programme chez des Américains. Et remplacer par un cadre de sécurité moderne et inclusif qui respecte les intérêts de sécurité des nations et des peuples. Eh bien, voyez-vous, moi je pense que si j'étais un militant politique aux États-Unis d'Amérique, je m'occuperais d'essayer de briser l'étau ce bipartisme à la noix avec deux partis qui racontent la même chose et qui, au fond, ne divergent que sur un point, certes fondamental, mais qui, pour tout le reste, est d'accord et interdit qu'on propose ou qu'on veuille autre chose. Voilà ce que je ferai. Alors, je suis obligé de vous dire que la candidate s'appelle Jill Stein, et la candidate des Verts des États-Unis, et qu'il y a une divergence entre les Verts des États-Unis et les Verts en Europe. Les Verts européens disent que il faudrait... Les Verts européens, hein, je ne sais pas ce que disent les Verts français, mais bon, les Verts français, quand il s'agit d'international, ils sont plutôt discrets. La preuve, c'est qu'ils disent rien sur les propos génocidaires de la ministre verte en Allemagne. On ne peut pas leur reprocher, ils sont français, non pas allemands, on ne va pas leur reprocher ce que disent les Allemands. Mais comme eux, ils passent leur temps à nous reprocher des choses que nous ne disons pas ou que nous ne faisons pas à propos de la Russie, je dirais que par malice, certes un peu piquante, je m'empresse de rappeler que c'est bien un ministre des Affaires étrangères allemand qui a en quelque sorte amnistié le génocide en disant que, ma foi, on n'y pouvait rien parce que les terroristes se cachaient au milieu de la population. Donc, voilà, ça lève les interdits de bombarder les populations. Bref, les Verts européens disent il faut que Jill Stein retire sa candidature parce que ça pourrait faire perdre Kamala Harris. Bon, je vous ai dit ce que j'en pense, hein, mais eux, ils disent qu'ils doivent se retirer. Alors, je me permets de dire qu'ils n'ont pas dit la même chose quand c'était moi qui étais loin devant dans les élections présidentielles. Eux, loin derrière, ils n'ont pas dit on se retire pour qu'il y ait quelqu'un de gauche au deuxième tour. Hein. Donc, c'est des conseils pour les autres, pas pour eux-mêmes. Mais après tout, pourquoi pas? Et ils disent, ils ont des arguments, il faut l'admettre, ils disent outre les guerres font rage et l'autoritarisme se développe dans le monde entier, en ce moment crucial, l'Europe a besoin de Kamala Harris en tant que présidente des États-Unis pour être un partenaire fiable et pour prendre les mesures urgentes et décisives qui s'imposent face à la crise climatique et pour instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient. Alors, je veux bien entendre que M. Trump soit belliciste, mais Mme Harris l'est tout autant. Et il n'est pas vrai que l'Europe ait besoin de Mme Kamala Harris pour avoir une paix juste et durable au Moyen-Orient, vu que ce n'est pas son problème à Mme Kamala Harris et qu'elle soutient le gouvernement de M. Netanyahou. Et il n'est pas vrai que ce serait un partenaire fiable pour prendre les mesures urgentes et décisives qui s'imposent face à la crise climatique, parce que les États-Unis d'Amérique n'ont pas l'intention de décarboner leur économie, n'ont pas l'intention d'arrêter d'utiliser du pétrole et d'en extraire à qui mieux mieux, n'ont pas l'intérêt d'arrêter d'exploiter le pétrole, vous savez, qui est obtenu, et le gaz qui est obtenu par la fracturation des roches. Donc par conséquent, tout ça c'est des histoires. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est l'équipe de Joe Biden, comme celle de Trump, qui propose de mettre des droits de douane sur toutes sortes d'activités productives des Européens, et que donc pour nous, il n'y a pas de différence entre Harris et Trump en tant qu'Europe. Hein. J'espère que tout le monde comprend bien. Comme je n'ai pas envie de polémiquer avec les Verts européens, mais je me sentais obligé de vous le dire parce que c'est une position qui m'appartient donc dans ce domaine et qui n'est pas celle de nos partenaires du nouveau Front populaire qui ne mettent pas la nuance que je viens de mettre à propos du vote américain. Alors, les Verts américains ont répondu. Alors, moi, je vous ai lu leur programme, hein, ça me suffit. Mais je dois dire qu'ils ont répondu en disant, plutôt que de déclarer ça dans la presse, pourquoi vous ne venez pas parler avec nous, et pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire, et la difficulté. Et Jill Stein dit, je crois que vous ne nous avez pas compris, elle dit, Stein n'avait pas l'intention de voter pour l'un ou l'autre des candidats des grands partis. Madame Stein et le Parti vert bénéficient du soutien d'Américains révoltés par l'aide militaire apportée par les États-Unis au nettoyage ethnique et à l'extermination des civils de Gaza par Israël. Un grand nombre d'électeurs refusent de voter pour tout candidat qui favorise une aide accrue au génocide ou qui hésite à appeler un cessez-le-feu immédiat
ce qui décrit à la fois Harris et Donald Trump, dit le communiqué des Verts américains. Et au passage, ils leur mettent un petit axe, alors il ne faut pas m'en vouloir, je ne peux pas m'empêcher de le lire. Hein. Ils disent « Les Verts américains ont été consternés par le silence ou la complicité des Verts européens face aux politiques d'apartheid d'Israël, à l'occupation illégale des terres palestiniennes et aux atrocités commises à Gaza, qui s'étendent maintenant à la Cisjordanie et au Liban. Cette question est manifestement absente de leurs récentes déclarations sur les élections américaines. » Voilà, je pense que avec ça, ça suffit. Il y en a 3 pages. Si vous voulez, vous pourrez vous les procurer, parce que je vais les mettre sans doute sur mon blog pour que chacun puisse en profiter et connaître la position des Verts américains. Voilà ce que j'avais à dire sur cette élection. Après, moi, je m'occupe de l'Europe, de mon pays, du monde, et je sais que, en toute hypothèse, les États-Unis d'Amérique sont un pays bien plus fracturé et disloqué qu'on peut le croire vu de très loin. Et si ce pays est fracturé et disloqué, ce n'est pas à cause de la grossièreté des propos qui sont échangés dans la campagne. Cette grossièreté est le résultat du fait que les candidats disant la même chose sur l'essentiel des sujets, ils ne peuvent s'affronter que à travers des qualificatifs personnels. Et si les deux disent la même chose, c'est parce que les deux défendent le même ordre du monde, la même présence de l'OTAN partout, la même domination sur le monde, la même agressivité à l'égard de tout ce qui leur résiste. Et ils le font pourquoi avec cette force et avec cette violence? Parce qu'ils défendent un système qui a explosé la société des États-Unis d'Amérique. La société des États-Unis d'Amérique vaut mieux que les personnages politiques qui la représentaient un jour ou l'autre. La réalité populaire de masse de la base nord-américaine, telle qu'elle est dans les moments où elle se mobilise pour des grandes causes, eh ben vous la verrez apparaître. Mais la population nord-américaine aujourd'hui est travaillée en profondeur par l'extrême droite, comme le sont les opinions en Europe, notamment partout où il n'y a pas la possibilité d'exprimer un autre point de vue que celui des 2 partis qui bloquent tout le paysage. C'est le cas dans la plupart des pays d'Europe, sauf en France, où nous avons, nous, la possibilité, en votant pour le Front populaire, et plus particulièrement pour les Insoumis, de développer une toute autre vision du monde. Rappelez-vous de ça, parce que c'est votre bien, c'est votre richesse, c'est ce qui vous appartient, c'est la possibilité de voir un point de vue politique représenté dans les élections. Parce que s'il ne peut plus être représenté, alors la pagaille est garantie, parce qu'il cherchera son passage par d'autres voies. Vous avez vu que M. Trump, tout le monde dit, s'il est battu, il ne reconnaîtra pas sa défaite. Eh bien, M. Trump fait partie de ces nombreux politiciens dans le monde maintenant qui considèrent que le suffrage universel, oui, ça va, à condition qu'il lui donne raison. C'est ce qui s'est passé au Japon, puisque le Premier ministre refuse de s'en aller alors qu'il a perdu les élections. C'est ce qui s'est passé en France, où M. Macron refuse de s'en aller alors qu'il a perdu les élections à 3 reprises. Maintenant, je vous parle encore de l'actualité internationale. C'est à Valence, en Espagne. Et évidemment, c'est un peu notre histoire. Pourquoi? Parce que c'est un des effets du dérèglement du cycle de l'eau qui provoque en mer Méditerranée des incidents d'une violence de plus en plus ample. Et vous le savez, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises, et que d'ailleurs, nous avions commencé notre campagne présidentielle en disant « c'est ça la grande question qui arrive devant nous, il faut tous s'y mettre, parce que les catastrophes d'un côté, de l'autre côté, les sécheresses, et l'empoisonnement de l'eau d'une manière générale sont des sujets qui concernent toutes nos sociétés. » Eh bien, voici que là-bas, à Valence, eh bien, rien n'avait été prévu, alors que l'on savait qu'il y avait des problèmes réguliers de grandes intempéries, de chutes d'eau très importantes, de pluies très nourries, mais qui pouvaient provoquer une catastrophe. On le savait moins, en tout cas on n'imaginait pas qu'elle soit de cette ampleur. Et là-bas, on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Imperméabiliser à fond tous les terrains, détourner un fleuve de l'endroit où il doit passer, et après on s'étonne, ah bah tiens, voilà, l'eau est tombée, et elle est allée où? Ben là où elle allait d'habitude. Et elle est revenue au chemin que depuis des siècles, elle prenait, et ces chemins ont été tous bouchés. La question de l'imperméabilisation des sols, la question des constructions sur les zones inondables, ce n'est pas un sujet espagnol, c'est un sujet pour toute l'Europe, c'est pour le monde entier, et en particulier pour nous les Français. C'est la raison pour laquelle les gens sont révoltés, parce qu'en plus, ils ont observé. Ils sont révoltés d'abord qu'on n'ait rien fait. Ensuite, qu'on ne les ait pas alertés, avec des soupçons maintenant qui se portent sur le fait que, alors que les instituts nationaux savaient qu'il y aurait un problème, ils n'ont prévenu qu'après la fin des heures de travail, pour être bien sûr que les gens restent au boulot et qu'il n'y ait pas une journée de travail de perdu.
Ensuite, parce qu'ils n'ont vu personne venir les aider pendant 3 jours dans un tas d'endroits, ce qui est totalement inacceptable. Si bien que, comme on vous l'avait dit, eh bien, il s'est déclenché une réaction populaire qui a été immédiatement politique, puisqu'elle s'est tournée contre la personne du roi quand il est venu. Je ne parle pas du Premier ministre, parce que le Premier ministre a été attaqué par des commandos d'extrême droite, ça n'a rien à voir. Le roi, c'était le tout venant qui était là, et qui était très en colère. C'est le fait qu'on ne supporte pas des autorités qui ne prévoient rien, ne font rien, et ensuite viennent dire « Ah, ben, nous sommes pleinement solidaires avec vous ». Il faut être solidaire avant pour éviter la catastrophe, plutôt qu'après quand il n'y a plus rien à faire. Alors, ça vaut pour nous les Français, je veux vous le rappeler, 1/5 des postes de Météo France ont été supprimés en 10 ans, 50% des postes départementaux ont été supprimés et la subvention de Météo France a baissé de 20%. Or, nous avons plus que jamais besoin de prévision et de capacité d'alerte. Je vous dirai sur le même sujet que pas seulement, parce que, en particulier, les modèles qui servent à prévoir les crues, eh bien, ces modèles sont dépassés, disent de nombreuses personnalités, de nombreux scientifiques, et que donc, on a besoin d'un effort financier pour apporter, à partir des observations sur le passé, que l'on a maintenant en abondance, on a 40 ans d'observations satellitaires disponibles, des modèles informatiques qui permettent de reprévoir par où l'eau va passer et prendre les dispositions qu'il faut prendre pour s'assurer à l'avance que ça ne se produira pas. Je vous rappelle, par la même occasion, que nous avions proposé, dans cette campagne présidentielle, de changer la découpe des régions, parce que les 13 régions actuelles sont absurdes et n'ont pas de signification géographique, pour organiser les régions autour des bassins versants des fleuves. Et ce n'est pas une idée si nouvelle que ça. Voyez-vous, la découpe écologique du territoire de la France, il faut lui trouver une base. Cette base, à notre avis, c'est celle de la répartition de l'eau. Et la première tâche des régions devrait être d'organiser la gestion de l'eau avec les agences de bassin, bien sûr, mais surtout d'organiser comment, où on désimperméabilise, où on ne construira pas, d'où on transporte les gens d'un endroit à l'autre avant qu'ils soient noyés. Parce que tout le monde sait qu'on se noie beaucoup dans ce genre d'aventure, c'est le cas qui vient de se passer en Catalogne, mais il y a des pays comme la Slovénie qui ont décidé de se mettre au travail tout de suite. Alors c'est un pays de 2 millions d'habitants, n'empêche, ils déplacent 2000 personnes d'un endroit à l'autre pour pas qu'ils soient pris dans les inondations. Alors nous prenons ces questions très au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle il y a en ce moment une tournée nationale de l'eau en faveur des régies publiques, mais qui traite de la question de l'eau, qu'anime celui qui, dans nos rangs, est la personne qui a porté ce dossier depuis 10 ans, 15 ans maintenant, qui est Gabriel Amar, qui est député du Rhône aujourd'hui, et qui, par exemple, fait cette semaine même à Longwy une réunion sur l'eau, c'est à 19h, ça se passe le 7 novembre, et je vous invite, pour ceux qui m'entendent et qui sont dans cette zone, à aller écouter, voir avec lui comment on peut avoir une action et comprendre ce qui est en train de se passer. Et je demande vraiment qu'on entende que cette question de l'écologie, de la crise climatique, est une question qui va obliger toutes les sociétés à se réorganiser. Pas à faire du petit pansement par-ci par-là, se réorganiser fondamentalement. C'est plus que jamais le moment de passer à la planification, c'est-à-dire organiser cette action dans le temps et dans l'ordre, de manière à ce que ce soit autre chose qu'un événement qui survient détruit tout, et à ce moment-là, on découvre qu'il y a un problème et qu'on va essayer de le régler, mais trop tard, tout est cassé.